Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette promenade le long d'un pétale où nous allons découvrir les fleurs et explorer tous les secrets de leurs pétales. Alors pour commencer, je vais vous demander d'imaginer que vous êtes un insecte et vous vous promenez dans un champ de fleurs que vous pouvez un peu imaginer ici dans ce visuel abstrait. Et vous êtes entouré, vous percevez tout un ensemble de bruits, des odeurs, des couleurs, des choses qui brillent. Il y a des fleurs qui sont vraiment très rouges, très brillantes, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus ternes, mais qui ont des parfums très très forts. Et donc tous ces signaux que les insectes perçoivent, ils sont en fait générés par les pétales des fleurs. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller vraiment découvrir ce que c'est qu'un pétale, de quoi il est constitué, à quoi ressemblent ces cellules, et comment est-ce qu'elles arrivent à produire tous les signaux qui attirent les insectes. Et cette attraction des insectes, donc, elle est très importante, d'une part pour la plante elle-même, parce que c'est ça qui va lui permettre de se reproduire. Donc les pollinisateurs vont aller se couvrir de pollen et ensuite aller déposer ce pollen sur une autre fleur, donc ça va permettre la reproduction des plantes. C'est également très important pour l'insecte lui-même, qui souvent va se nourrir du nectar de la fleur. Et c'est également très important pour nous-mêmes en tant qu'êtres humains, parce que vous savez que la pollinisation, c'est nécessaire le développement de la grande majorité des fruits et des graines que nous mangeons dans notre alimentation. Donc pour aller regarder ce qu'est un pétale, je vous propose de regarder la plante modèle qu'on utilise au laboratoire, qui est le pétunia. Alors le pétunia, vous le connaissez probablement sans le savoir, parce que c'est une plante qu'on trouve dans beaucoup de jardinières, c'est la plante la plus vendue en Europe dans les jardinières. Alors, pourquoi est-ce que le pétunia en particulier ? En biologie, on utilise des modèles, c'est-à-dire que, par exemple, quand on travaille chez les mammifères, on va souvent utiliser la souris. Quand on travaille chez les insectes, on va utiliser la drosophile. Quand on travaille chez les plantes, en général, on n'utilise pas le pétunia. Mais il se trouve que pour étudier le développement de la fleur, c'est un modèle qui est assez bien adapté. Donc il y a des grandes fleurs qui sont bien pigmentées, donc on sait que ça c'est important pour attirer les pollinisateurs. Et il y a des pétales fusionnés, c'est aussi un trait qui a une importance. Donc on a choisi d'étudier cette espèce-là. Alors juste un petit rappel anatomique avant de commencer, pour savoir bien de quoi on parle. Une fleur, c'est composé de 4 types d'organes différents. Donc vous avez ici des sortes de petites feuilles là, qui ont vraiment une apparence de feuilles normales, qu'on appelle des sépales, et qui vont en fait, vont vraiment fermer le bouton floral et vont protéger la fleur. Ensuite, vous avez ces pétales. Donc les pétales chez Pétunia sont fusionnés, et donc vous avez 2 parties bien distinctes qu'on appelle le tube et les lobes, qui sont bien pigmentés, bien colorés. Et au centre, vous avez les organes de reproduction. Les étamines qui produisent le pollen, donc c'est les organes reproducteurs mâles, et le pistil qui est l'organe reproducteur femelle qui va contenir les ovules. Donc pour comprendre comment se forme un pétale, en fait ce qu'on va faire, nous au laboratoire, c'est regarder ce qui se passe très tôt au cours du développement. Parce qu'en fait, très tôt, c'est là que vont se mettre en place tous les processus de formation du pétale, et par exemple tous les territoires, là, ces 2 zones du pétale dont je viens de vous parler, le tube et les lobes, ils vont se mettre en place très très tôt. Les identités des cellules aussi vont se mettre en place très tôt. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se placer au sommet d'une plante, donc ça c'est une plante de pétunia. Ce qui est très pratique chez les plantes, c'est qu'en fait, elles génèrent des fleurs de manière continue et rythmique tout au long de leur vie. Ça nous permet d'accéder en fait à des états de développement très très jeunes des fleurs, ce qui n'est pas forcément possible à faire chez les animaux, par exemple. Si on veut regarder le développement embryonnaire, on est restreint à aller regarder des embryons, c'est beaucoup moins facile. Là, on peut regarder des organes vraiment en cours de développement tout au long de la vie de la plante. Et on va se placer au sommet de la tige, et si on regarde par-dessus, voilà ce qu'on peut observer. Et on observe en fait une zone ici qu'on appelle le méristème. Le méristème, c'est une zone où il y a plein de cellules souches. Donc c'est un peu la même chose que ce qu'on a chez les animaux. Ce sont des cellules qui n'ont pas vraiment d'identité bien claire, qui se divisent beaucoup et qui ensuite vont former des fleurs de manière rythmique. Et là, ce que vous voyez ici, c'est une fleur qui est en train de se développer. Donc ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on prend un petit bout de tige comme ça et on va aller disséquer l'inflorescence. Donc on va enlever toutes les fleurs les unes après les autres. Et ensuite, on va utiliser
un composé qui va marquer la paroi des cellules. Donc comme ça va nous permettre de bien voir la géométrie de la fleur. Et on va aller imager tout ça donc regarder tout ça avec un microscope confocal. Et un microscope confocal, donc c'est un microscope, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet de grossir les objets. Et la particularité du microscope confocal, c'est qu'il va faire des sortes de tranches, en fait, pas vraiment des tranches, mais des tranches optiques, le long de l'échantillon. Donc en fait, on va avoir des images tout le long de tranches de fleurs, comme ça, qui sont de très bonne qualité, et qu'on peut ensuite empiler les unes sur les autres. Et en fait, ça va nous faire des objets en 3 dimensions, tels que vous les voyez ici. Donc là, ce sont vraiment des très jeunes fleurs qu'on a regardées avec ce microscope confocal. Là, vous avez vraiment l'image tridimensionnelle qu'on a récupérée. Et puis, donc vous voyez très bien le contour des cellules là, qui apparaît quand on a fait une sorte de balayage là, de feuilles de lumière qui passent, qui nous permet de voir l'intérieur de l'échantillon. Et ça, si on retravaille un petit peu l'image et qu'on prend une vue intéressante, on peut avoir ce type d'image-là. Donc là, vous voyez qu'on a une barre d'échelle qui nous montre 100 micromètres. 100 micromètres, c'est à peu près l'épaisseur d'un cheveu. Ça vous donne l'idée de ce qu'on est en train de regarder ici. Donc à ce stade, vous avez une très jeune fleur. On est d'accord que ça ne ressemble pas beaucoup à une fleur pour l'instant. Au tout début, elle est recouverte par une petite feuille, un petit peu comme les sépales, mais qui est encore légèrement différente, qu'on appelle une bractée. Et puis là, ce que vous voyez, c'est un dôme de cellules, et on commence à voir des petites choses qui sortent sur le côté. En fait, les organes de la fleur, ils vont sortir de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc, ce qui sort à l'extérieur, ça va être les sépales qu'on a vues tout à l'heure, ces sortes de petites feuilles vertes qu'on a vues sur la fleur. Si on regarde un petit peu plus tard au cours du développement, vous allez avoir une fleur qui a cette apparence-là. Cette petite feuille qui s'appelle la bractée, là, dont je vous parlais juste avant, elle a bien poussé, et vous voyez qu'elle commence à faire des sortes de petits poils partout, qu'on peut bien voir aussi ici, là, sur vraiment l'objet 3D, qui est une sorte de boule à l'extrémité. Et ces petits poils, on les appelle des trichomes. Ils sont présents chez plein d'organes de plein de plantes différentes, c'est pas spécifique à Pétunia. Et chez le pétunia, ça sécrète des composés qui sont très collants. Donc j'ai ramené une fleur, là, une plante de pétunia. Si vous voulez, vous pourrez venir froisser les feuilles à la fin de la conférence et vous verrez que vous aurez très vite les mains toutes poisseuses. Donc nous, on a les mains toujours collantes quand on est aux plantes, au laboratoire. Et en fait, ces composés collants, ils ont un rôle de défense de la plante contre les prédateurs. Donc souvent, c'est des insectes prédateurs. C'est pas forcément hyper clair toujours comment ça marche, mais il semblerait que déjà c'est des composés qui n'attirent pas du tout les insectes, enfin qui repoussent les insectes. Et puis tout bêtement, ça fait une surface très collante, donc les insectes qui atterrissent sur les feuilles de pétunia vont se retrouver un peu collés. Donc on trouve souvent des petites mouches mortes sur les feuilles. Donc revenons à notre fleur et à nos pétales. Donc voilà, vous avez cette bractée qui commence à recouvrir la fleur. Et là, vous voyez les sépales qui sont en train de pousser. Donc on a 5 sépales, 1, 2, 3, 4, et le dernier qui est caché sous la bractée. Pour l'instant, on n'a pas encore vu de pétales. Si on continue à regarder au cours du développement, vous voyez que là, le problème, c'est que nos sépales ont complètement couvert la fleur, ont complètement fermé la fleur. Donc là, on a ce qu'on appelle plutôt un bouton floral, c'est-à-dire que la fleur, elle est vraiment complètement fermée, et à l'intérieur, les autres organes sont en train de se développer, mais nous, on ne peut pas y accéder, on ne peut pas les voir. Même si on a un microscope confocal, qu'on arrive à voir un peu à l'intérieur de l'échantillon, quand même, on n'arrive pas à regarder vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va aller continuer de disséquer la fleur, donc on va prendre des toutes petites aiguilles, et on va aller écarter un par un les sépales. Alors c'est pas hyper facile, Moi, je ne suis pas forcément une pro de la dissection, mais quand on y arrive à peu près, on obtient quelque chose comme ça. Donc là, vous avez une fleur, à nouveau, où on a enlevé tous les sépales, sauf un, ici, qui était le plus petit, qui était le plus difficile à enlever. Et vous voyez qu'il y a des zones qui apparaissent toutes blanches, là, qui sont vraiment différentes du reste. En fait, ça, ce sont les zones qui ont été abîmées par la dissection. Parce que le composé qu'on utilise, qui marque les parois, en fait, quand on abîme les cellules, ce composé va rentrer dans les cellules et va vraiment émettre beaucoup de fluorescence. Mais c'est pas très grave pour ce qu'on veut regarder, parce que là, on regarde vraiment la géométrie de la fleur, donc on peut quand même y accéder. Et ce que vous voyez ici, en fait, ces toutes petites bosses là qui commencent à sortir, ce sont les pétales. Alors que ces gros dômes ici, ce sont les étamines, donc les structures qui produisent le pollen.
Donc les pétales, c'est pas facile à bien visualiser parce qu'en fait, ça pousse très lentement au début, ça reste vraiment petit. Ça s'initie pourtant avant les étamines, mais ça pousse très lentement. Mais ce qu'on voit quand même, ce que vous pouvez commencer à deviner, c'est que ça fait une sorte de couronne autour de la fleur. Et donc il y a une zone là où les pétales commencent à fusionner. Alors je vous ai déjà mentionné un tout petit peu la fusion des pétales. En fait, la fusion, c'est quelque chose qui a été très important au cours de l'évolution des fleurs. Alors c'est pas du tout spécifique de pétunia, il y a plein de fleurs qui ont des pétales fusionnés. Mais en fait, la fusion, ça a permis à la structure du tube de se former. Donc, pas de fusion, pas de tube. Et ce tube, en fait, il est important pour conditionner l'accès à certains pollinisateurs. Donc, dans la nature, alors le pétunia sauvage, dans la nature, il pousse plutôt en Amérique du Sud, enfin il pousse que en Amérique du Sud, alors que nous, on travaille sur un hybride où il y a plein de variétés qui ont été sélectionnées en Europe. Mais dans la nature, on trouve vraiment ces trois types de morphologie de fleurs de pétunia. Et vous voyez qu'on a des espèces qui ont un tube vraiment court et large. Et en fait, ces espèces, elles sont facilement accessibles par pas mal de pollinisateurs, des petites abeilles, des mouches. Il n'y a pas forcément besoin de structures particulières pour pouvoir aller au fond de la fleur et récupérer le nectar, parce que le nectar est produit tout au fond de la fleur. Et ce qui s'est passé au cours de l'évolution, on ne sait pas trop par quel mécanisme, mais il y a eu un moment où le tube s'est fortement allongé et est devenu très étroit. Et ça a spécialisé en fait la pollinisation par certains insectes ou ici des oiseaux. Et donc il y a deux types de pollinisateurs qui se sont mis à polliniser les pétunias, qui sont des papillons de nuit, qui ont une trompe vraiment très longue et qui peuvent aller jusqu'au bout de la fleur, et des colibris qui, avec leur bec aussi, arrivent à récupérer le nectar au fond de la fleur. Et donc finalement, ce processus de fusion et donc la création du tube, ça a permis à l'émergence de nouvelles espèces et de nouvelles stratégies de reproduction. Donc c'est un processus aussi qu'on étudie au laboratoire. Et donc là, je vais vous montrer le dernier stade de développement de notre série, là. Donc là, on est sur une fleur encore plus avancée, où là, on a à nouveau les sépales ont été enlevés, et on voit que les pétales. Vous voyez qu'ils sont bien synchronisés, à la différence des sépales. Ils poussent vraiment bien tous en même temps. Et on voit bien cette zone qui est fusionnée ici. Et si on regarde même encore un peu plus tard, en fait, ici, ils vont déjà se mettre en place. On voit déjà qu'il y a des territoires un peu différents, une zone complètement fusionnée et une zone qui est plutôt libre. Et si on regarde encore plus tard, on va voir qu'il y a des identités, des apparences de cellules qui sont très différentes. Donc les cellules qui vont être plutôt dans cette zone-là, qui va être vraiment la zone très fortement pigmentée des pétales, elles ont cette apparence-là. Ça fait des sortes de petits cônes comme ça, vraiment bien visibles. Et ça, c'est des cellules qu'on retrouve typiquement chez plein de pétales de fleurs, qu'on appelle des cellules coniques, d'après leur apparence. Et on a pu montrer, d'autres équipes de recherche ont pu montrer que ces cônes, ils ont vraiment une importance, d'une part, pour que les pollinisateurs arrivent bien à s'agripper à la surface du pétale, parce que souvent les pétales, c'est une surface d'atterrissage pour les pollinisateurs. Ça permet aussi d'imperméabiliser en quelque sorte le pétale, c'est-à-dire que s'il y a des gouttes d'eau qui tombent, ils vont se retrouver un peu coincés entre ces cônes et ils ne vont pas vraiment pouvoir pénétrer dans les cellules. Et ça a aussi un rôle dans l'interaction à la lumière, ça va avoir tendance à intensifier les pigments des pétales. Si on regarde un petit peu plus bas, dans cette zone-là, qui est un peu une zone de transition, on a des cellules qui ont une apparence complètement différente. Vous voyez que donc là, on est vraiment à la surface des cellules, mais on a des cellules très allongées. Et vous voyez qu'il y a des sortes de bandes parallèles qui sont vues à la surface des cellules. Et ces bandes-là, donc dans d'autres espèces, il a pu être montré qu'elles ont un rôle de diffraction de la lumière. En fait, elles sont espacées avec une distance qui correspond à peu près à la longueur d'onde de la lumière, donc entre 400 et 700 nanomètres, la lumière blanche. Et ce qui va se passer, c'est vraiment, quand la lumière arrive sur ces stries, c'est vraiment un phénomène physique de diffraction, donc d'éclatement de la lumière, en toutes les lumières contenues dans la lumière blanche. Donc en théorie, ça devrait faire une sorte d'arc-en-ciel. En pratique, ça va plutôt faire ce qu'on appelle un phénomène d'iridescence, donc un phénomène de brillance du pétale, qu'on peut voir sur cette variété de pétunia, mais qui est aussi qui est trouvée dans plein d'espèces de la nature. Et donc pourquoi on n'a pas vraiment un arc-en-ciel ? C'est parce qu'en fait chez les plantes, l'espacement entre les stries n'est pas parfaitement régulier. En fait on va avoir une diffraction qui est imparfaite aussi, et une iridescence qui va plutôt tendre vers le bleu en général.
Mais ça, c'est des signaux. Donc voilà, c'est des signaux produits par ces petites bandes parallèles des cellules. Et c'est des signaux qui sont vraiment perçus par les pollinisateurs qui vont pouvoir détecter de loin des pétales iridescents. Et enfin, si on descend un petit peu plus bas, voilà, dans le pétale, on a des cellules qui ont une apparence un peu intermédiaire entre les deux. Donc elles sont à la fois allongées et avec une sorte de dôme au centre. Et là, en fait, on ne sait pas du tout à quoi ça sert. Voilà, il y a des cellules aussi, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que ces dômes ont un rôle quelconque pour la fonction du pétale ou peut-être aucun. Donc là, je suis arrivée à la fin de ma série développementale. Donc là, ce qu'on a regardé, c'est ce qu'on appelle une série développementale, donc 5 stades de développement du pétale assez jeunes. Et ça dure à peu près 4 à 5 jours, ce temps de développement. Donc là, ce qu'on a fait, c'est vraiment des observations. Tout ça, ça reste descriptif. Nous, c'est très important pour nous de regarder précisément les objets sur lesquels on travaille, pour pouvoir bien les caractériser, pour pouvoir savoir à quel moment se passe tel processus, mais ça reste assez descriptif. Et nous, dans le laboratoire, on aime bien pouvoir comprendre les mécanismes moléculaires et génétiques qui sont impliqués dans le développement du pétale. Nous, ce qu'on a choisi de faire dans l'équipe récemment, c'est de faire ce qu'on appelle... on a choisi d'aller identifier les cellules du pétale en séquençant leur transcriptome. Et on a essayé de faire ça donc c'est un séquençage du transcriptome en cellules uniques. Alors là, vous n'avez probablement pas compris grand-chose, puisque je vous ai raconté. Donc je vais faire un aparté pour vous expliquer déjà ce que c'est que le transcriptome. Vous savez probablement que tous les organismes vivants contiennent ce qu'on appelle de l'ADN. L'ADN, c'est une très grande molécule qui est présente donc, chez un organisme qui a plusieurs cellules. Toutes les cellules vont avoir le même ADN. Et cet ADN, il est divisé en petites informations qu'on appelle des gènes. Donc, chaque gène va en fait être lu par la cellule. Et la cellule va produire pour chaque gène ce qu'on appelle un ARN. C'est une autre molécule qui ressemble beaucoup à l'ADN. C'est à peu près la même molécule, mais sauf qu'elle a un seul brin, alors que l'ADN a 2 brins. Et chaque ARN, en fait, va contenir donc l'information d'un seul gène. Donc c'est des molécules beaucoup plus courtes. Et ensuite, la cellule va encore lire cette information de l'ARN pour produire ce qu'on appelle les protéines. Et les protéines, ce sont vraiment les acteurs de la vie cellulaire, c'est-à-dire que ce sont les molécules qui vont faire que la cellule est capable de grandir, de se diviser, d'avoir un métabolisme particulier. Donc, tout ce qui fait que la cellule a son identité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, alors, chez le pétunia, on a à peu près 30 000 gènes. 30 000 gènes, je ne sais pas si ça vous paraît beaucoup ou pas beaucoup. Donc je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez que l'être humain a plus ou moins de 30 000 gènes? Alors, qui pense que l'être humain a moins de 30 000 gènes? Je vois quelques mains se lever. Qui pense que l'être humain a plus de 30 000 gènes? Je vois beaucoup de mains se lever. Eh bien non, vous avez tort. L'être humain a à peu près 25 000 gènes. Donc finalement, on n'est pas beaucoup plus compliqué qu'un pétunia. Mais bon, nous on ne fait pas la photosynthèse. Donc voilà, petit aparté, mais donc on a 30 000 gènes chez le pétunia. On a potentiellement donc 30 000 ARN différents. Mais en fait, chaque cellule ne va pas exprimer tous ces gènes. Chaque cellule va exprimer à peu près 1000, 2000 gènes, quelque chose comme ça dépend des cellules. Vous pouvez imaginer en fait que l'ADN, c'est une sorte de grand livre de recettes. Vous avez 30 000 recettes dedans. Mais ensuite, chaque cellule va choisir d'exécuter 1000 ou 2000 recettes et va donc se spécialiser dans une fonction. Et donc vous allez avoir finalement des cellules qui vont être un petit restaurant indien, un petit restaurant italien, un petit restaurant chinois. Tout ça dans un même pétale de pétunia. Donc finalement, vous l'aurez compris, donc, séquencer l'ADN des cellules, ça ne va pas vous apporter beaucoup d'informations sur ce qui fait ces différentes cellules-là. Mais par contre, si on arrive à identifier spécifiquement les ARN ou les protéines de chaque type de cellule, on peut comprendre comment elles se spécialisent. Et alors en pratique, identifier les protéines, c'est assez difficile.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié les ARN produits par nos différents types de cellules qu'on a vus précédemment. Et cet ensemble d'ARN, c'est ce que j'ai appelé le transcriptome. Et alors je vous disais, on a fait un séquençage du transcriptome en cellules uniques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait séparé toutes les cellules du pétale. Comme vous l'avez vu avant, vous avez pu voir dans les images de microscopie là, que les cellules de la fleur, en fait, elles ont fait les cellules des plantes, elles sont un peu toutes carrées. C'est parce qu'en fait, elles sont entourées d'une paroi. Et donc pour pouvoir séparer les cellules, chez les plantes, on est obligé d'aller digérer leur paroi. Donc on va les mettre dans une solution qui va digérer la paroi. Et quand on fait ça, on obtient des petites cellules toutes rondes, comme ça, qui ressemblent un peu à des bulles de savon, qui sont très fragiles d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle des protoplastes. Et vous voyez qu'en fait, elles ont quand même, on considère qu'elles ont gardé essentiellement leur identité. Donc il y a toujours des cellules qui sont roses, qui sont les cellules, la partie colorée des pétales. Vous avez des cellules plutôt vertes, qui sont plutôt les cellules du tube, qui font la photosynthèse. Voilà, on considère qu'elles ont gardé leur identité. Donc c'est ce qu'on a fait, voilà, on a pris des pétales, on les a coupés en petits morceaux, on a digéré les parois des cellules, on a obtenu ces cellules toutes nues, et on les a fait passer dans des petits tubes qu'on appelle des microcapillaires, pour aller ensuite identifier les ARN exprimés dans ces cellules, donc les ARN présents dans ces cellules. Donc nous, on a fait ça pour un ensemble de 10 000 cellules à peu près. Donc je vous avais dit, voilà, on a 30 000 gènes, on a 10 000 cellules. Vous pouvez imaginer qu'on obtient, quand on fait ça, en fait, un espèce d'énorme tableau Excel avec 10 000 cellules et 30 000 valeurs. Donc 300 millions de valeurs dans notre tableau. Donc quand on obtient ça, en fait, on n'est pas forcément très avancé, quoi. C'est un nombre de données qui est vertigineux. Et il nous faut trouver un moyen d'y donner du sens biologique. Et à partir de ça, on va utiliser des algorithmes mathématiques. Donc la biologie, elle tend à aller beaucoup plus vers de complexité ces dernières années, et donc on tend à utiliser de plus en plus d'informatique et de mathématiques pour essayer de simplifier toute cette complexité. Et on a utilisé des algorithmes qui nous permettent, en fait, ces 30 000 gènes, en quelque sorte, de les intégrer, de les réduire en seulement 3 valeurs, 3 dimensions. Je suis incapable, en fait, de vous expliquer vraiment mathématiquement ce qui se passe ici. C'est un processus qui va vraiment simplifier ces données en seulement 3 dimensions. Mais l'avantage, c'est que nous, les biologistes, on aime bien visualiser les choses. Et quand on a 3 dimensions, en fait, on peut avoir une sorte de graphique dans l'espace en 3 dimensions. Donc nous, on utilise ces algorithmes pour intégrer toute cette complexité de nos 30 000 gènes dans ces 3 dimensions. Et c'est ce qu'on obtient ici. Alors là, ce que vous voyez, en fait, c'est un graphique. Donc c'est vraiment des données brutes de recherche, c'est pas une vue d'artiste. C'est vraiment une représentation de nos données de recherche. Et c'est un graphique qui va représenter ces 3 axes. Donc, à nouveau, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a dans ces 3 axes, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 3 axes, chacun de ces axes, en fait, va contenir l'information d'une sous-partie de nos 30 000 gènes. Les gènes qui sont les plus intéressants, en quelque sorte. Et ici, ce que vous voyez, chaque point, c'est une cellule. Donc ces cellules, elles sont représentées dans une sorte d'espace qui va représenter leur identité de transcriptome. Donc ce qu'il faut vraiment comprendre ici, donc chaque point est une cellule, et si 2 points sont très proches, ça veut dire que ce sont 2 cellules qui ont à peu près les mêmes ARN, qui ont exprimé les mêmes ARN, qui ont un transcriptome très similaire. Donc à partir de là, ce qu'on peut faire, donc vous voyez qu'on a une forme un peu particulière qui ne veut rien dire par rapport à la forme du pétale. On est vraiment dans une dimension mathématique qui est complètement différente. Mais il y a des groupes, c'est pas une forme du tout homogène. Il y a des groupes qui sont très bien définis ici. Il y en a d'autres qui sont un peu plus larges. Et on peut aussi utiliser d'autres algorithmes qui vont nous grouper les cellules, qui vont nous trier un peu les cellules ensemble, qui vont nous dire, voilà, ces cellules-là, statistiquement, elles sont vraiment différentes de ces cellules-là, donc on considère que c'est un groupe bien défini. Et quand on fait ça avec nos cellules de pétales, on obtient 8 groupes de cellules différentes.
Après, ce qu'on aimerait bien, en fait, on a ces groupes, mais on ne sait pas à quoi ça correspond dans le pétale. Donc je vous ai montré des cellules coniques avant, des cellules striées, tout ça, mais en fait là, on voit juste des points dans un graphique. On ne sait pas faire le lien. Donc pour faire ce lien, ce qu'on va utiliser, c'est ce qu'on connaît déjà de notre modèle, du pétale, c'est-à-dire qu'on sait où sont exprimés dans le pétale certains gènes particuliers. Par exemple, on connaît très bien tous les gènes, donc tous les ARN vraiment, et les protéines nécessaires à faire la pigmentation du pétale, donc cette couleur rouge qu'on voit seulement à l'extrémité des pétales. Et si on regarde, donc les cellules, elles vont toutes avoir ici une valeur d'expression pour ce gène, mais la plupart des cellules, elles ne l'expriment pas du tout, donc c'est représenté en bleu. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a un tout petit groupe de cellules ici, là, le groupe qui est bien défini, qui exprime très fortement ces gènes de pigmentation. Donc ça, on en déduit, du coup, que ce groupe de cellules, c'est un groupe de cellules qui sont pigmentées dans le pétale. Donc on peut en déduire que ces cellules-là, voilà, ce sont celles qui viennent de la partie pigmentée des lobes. Je peux vous montrer d'autres exemples. Par exemple, ici on a regardé où était exprimé un gène qui va permettre de produire un transporteur de sucre. Et les transporteurs de sucre, on sait qu'ils sont exprimés spécifiquement dans les vaisseaux des organes. Donc les pétales, ça a des vaisseaux qui vont conduire la sève, comme dans les tiges. Et si on regarde voilà, où est exprimé cet ARN de transporteur de sucre, et bien spécifiquement dans ces cellules-là. Un dernier exemple, qui est le gène sur lequel je travaille le plus, vous voyez que ce gène-là, en fait, il est exprimé partout, dans tous nos types de cellules. Mais pourtant, on sait que c'est vraiment un gène qui est très important pour le développement des pétales. On sait qu'il est exprimé quasiment que dans ces organes-là, il n'est pas exprimé ailleurs dans la plante. Mais une fois qu'il est exprimé dans le pétale, en fait, il est exprimé partout. Et après, ces données-là, donc finalement, ces données-là, ça nous permet de trier un peu nos cellules, de leur inférer une fonction. Et surtout, ça va nous permettre de découvrir aussi la fonction de nouveaux gènes. Parce que là, ce qu'on a, c'est qu'on a l'information de l'expression de nos 30 000 gènes dans toutes les cellules du pétale. Et donc, à partir de ça, on peut aller regarder des gènes inconnus. Où est-ce qu'ils sont exprimés et du coup, essayer d'en inférer leur fonction. Et par exemple, là, on a ce gène-là dont on montre l'expression, qui est surtout exprimé dans ces deux groupes de cellules ici. Et ensuite, pour pouvoir après essayer de voir aussi à quoi peut servir ce gène, ce qu'on peut faire, c'est faire après des allers-retours entre nos données qu'on a ici et les plantes. Et pour ça, on a des techniques de biologie moléculaire qui vont nous permettre d'isoler ce gène et de le rendre fluorescent, en quelque sorte. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ça, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire une sorte de fusion de notre gène avec quelque chose qui fait de la fluorescence, et on peut aller mettre tout ça dans une plante de pétunia. Et c'est ce que je vous montre ici, où en fait on revient sur notre dernier stade de développement de la fleur qu'on a vu précédemment, mais sauf que dans cette fleur, elle exprime notre protéine qui nous intéresse là, qui est devenue fluorescente. Vous voyez qu'il y a un signal un petit peu plus bruité ici. Et ce qu'on peut voir en fait quand passe ce balayage là, c'est que ce signal en fait il est présent que dans l'épiderme du pétale, que dans l'extérieur du pétale. On n'a pas du tout de signal qui est visible à l'intérieur. Donc là par exemple, on a identifié un gène qui est spécifiquement exprimé dans l'épiderme du pétale, un peu partout. Et donc après, ça nous donne des indices sur sa fonction, et on peut aller essayer de perturber sa fonction et voir si ça modifie le développement du pétale. Donc finalement, ces approches, ça va nous permettre d'avoir des informations moléculaires très précises sur ce qui se passe pendant le développement des pétales, et de trier comme ça nos gènes et de pouvoir présumer leur fonction d'après où ils sont exprimés. Donc là, on a fait vraiment une plongée moléculaire dans ce qui définit un pétale. Donc, ce que vous pouvez imaginer, c'est que finalement, cette complexité qu'on a vue ici,
le moindre organe de la plante et en fait la moindre fleur de notre champ de fleurs initial, elle a finalement une complexité aussi grande que ce qu'on a vu chez Pétunia, chez le pétale de Pétunia. Donc nos 30 000 gènes, vous imaginez qu'en fait le moindre organisme vivant, le moindre organe va avoir cette même complexité. Donc ça, c'était ce que je voulais faire ressentir aujourd'hui, que finalement la biologie aujourd'hui, elle tend à aller vers énormément de complexité. Et donc on a tendance à intégrer de plus en plus de mathématiques, d'informatique, de modélisation pour essayer de comprendre cette complexité et d'en tirer du sens. Et c'était aussi pour vous faire ressentir que cette complexité, elle justifie aussi la lenteur de la recherche. En fait. C'est-à-dire que moi, souvent, quand je parle de ma recherche à des gens qui ne font pas du tout de sciences, ils me disent « mais tu travailles encore sur les pétales de pétunia, quoi. Ça fait 7 ans que tu travailles là-dessus. T'as pas trouvé ce qui fait un pétale ?» En fait, finalement, quand on a potentiellement 30 000 gènes qui peuvent être impliqués dans le développement du pétale, en fait, on peut y passer toute une vie. Il y a toute une communauté scientifique qui va s'intéresser seulement au développement d'un organe chez une espèce. Après, ce qu'on pense, c'est ce qu'on trouve chez Pétunia va être généralisable à toutes les plantes à fleurs, plus ou moins. Mais ça justifie cette lenteur de la recherche, cette complexité va justifier que finalement, on avance à pas de fourmi sur des processus qui sont très complexes. Et qu'est-ce que vous voulez dire ? Et donc cette plongée moléculaire donc dans le développement des pétales, j'espère qu'elle vous a permis d'apprécier le travail qu'on fait au laboratoire. Donc avant de terminer, de prendre des questions, moi je voulais remercier toutes les personnes qui ont été impliquées dans la construction de cette conférence. Donc c'est un projet CNRS avec la participation du Planétarium, et je remercie énormément Sabrina Raz et Sébastien Bution du CNRS pour l'organisation de cette conférence et la communication qui a été associée. Walter Guyot du Planétarium et toute l'équipe de RSA Cosmos qui est pour la réalisation logicielle. Et les 2 plus grands merci vont vraiment à Gaël qui a fait toute la musique qui vous accompagnait pendant cette conférence, donc qui permet vraiment ce côté immersif. Et également à Alexandrix surtout, qui est le réalisateur de cette conférence. Donc c'est lui qui a fait vraiment tout le montage, qui a réalisé tous ces visuels qui sont assez fascinants. Côté scientifique, quelques remerciements à tous les membres de mon équipe. Donc il y a pas mal d'images que vous avez vues passer c'est pas moi qui les ai générées, c'est d'autres membres de mon équipe. Donc qui sont tous listés ici. Tous les membres du laboratoire reproduction et développement des plantes pour un bel environnement de travail. Et puis après, je termine en vous remerciant vous pour votre attention, mais pas seulement, parce qu'en fait, toute cette recherche, finalement, c'est exclusivement financé par de l'argent public. Donc finalement, je vous remercie un petit peu parce que grâce à vos impôts, nous, on peut travailler. Et donc c'est aussi pour ça qu'en fait, je trouve que c'est important pour les scientifiques de faire cet effort aussi de restitution au public pour montrer à quoi sert l'argent de la recherche et comment est-ce qu'on arrive à faire de belles recherches avec l'argent public. Merci beaucoup pour votre attention et puis je serai heureuse de prendre des questions si vous en avez.